Certaines personnes sentent quand leur fin est proche. Cathy, elle, allait plus loin que ça, depuis l'enfance. Elle est convaincue qu'elle va mourir avant ses 16 ans. Elle l'a répété pendant des années, comme si elle comptait les jours avant sa fin. Personne ne savait pourquoi. Mais pour elle, c'était une certitude absolue. Le jour de ses 16 ans, elle a soufflé ses bougies avec un sourire. Elle pensait s'être trompée finalement. 3 semaines plus tard, on retrouvait son corps dans le désert. Ce qu'elle avait prédit s'est réalisé jusqu'au bout, exactement comme elle l'avait annoncé. C'est l'histoire de Katie Hobbs. Katie Hobbs grandit dans un quartier calme de Las Vegas au début des années 80. Elle est réservée, un peu dans son monde. Elle aime lire, écrire. C'est une rêveuse. Mais à 8 ans, elle commence à dire quelque chose d'étrange. Elle répète qu'elle ne vivra pas au-delà de 16 ans. Et ce n'est pas une phrase lâchée comme ça sous le coup d'un cauchemar, non. Elle le dit souvent, comme si c'était une évidence. Comme si, quelque part, son destin était déjà décidé. Sa mère, Viviane, pense d'abord à une phase passagère. Elle se dit que ce sont des pensées un peu sombres qu'elle finira par oublier. Mais non, les années passent et Katie continue à dire la même chose, avec la même certitude. À ce moment-là, elle a déjà traversé 2 événements qui l'ont profondément marquée. Le premier coup dur, Katie l'a vécu à 8 ans, quand ses parents ont divorcé. Jusque-là, la maison était un refuge stable. Son père travaillait beaucoup, mais il rentrait toujours le soir. Et puis du jour au lendemain, il n'était plus là. Viviane a dû déménager avec ses filles. Elle a quitté la maison familiale pour un appartement plus petit, plus bruyant. Katie vit très mal ce changement. Elle a l'impression que tout son monde s'effondre. Et c'est à partir de là qu'elle commence à s'isoler. Comme si elle n'avait plus confiance dans ce qui l'entoure. Pendant un temps, ses angoisses sont restées silencieuses. Mais quelques années plus tard, un deuxième drame vient tout bouleverser. La mort d'une amie très proche, emportée par une maladie cardiaque. Katie a alors 12 ans. Et c'est après cette perte qu'elle commence à parler de sa propre mort, avec encore plus de certitude. Comme si, d'une certaine façon, elle avait intégré l'idée que ça finirait pareil pour elle aussi, et se replie sur elle-même. Elle parle peu, sort rarement. Elle dit qu'elle a peur, mais sans jamais vraiment expliquer de quoi. Elle n'évoque pas la mort comme une peur vague. Elle en parle comme d'un rendez-vous qu'elle devra honorer. Un point fixe, quelque part devant elle, qu'elle sent se rapprocher. C'est à cette époque qu'elle commence à écrire des lettres d'adieu. De vraies lettres, adressées à ses parents, à ses sœurs. Elle les garde sous son lit, soigneusement rangées dans une boîte. Les mois passent, puis les années. Katie entre dans l'adolescence. Mais la peur, elle, reste là. Elle l'exprime en écrivant dans son journal intime, où elle note ses pensées les plus sombres, ses cauchemars, ses pressentiments. Et au fil des pages, la même phrase revient toujours. Je ne vivrai pas au-delà de mes 16 ans. Viviane essaye de l'aider. Elle l'encourage à sortir, à voir des amis, à vivre comme les autres adolescentes. Et pendant un temps, ça semble marcher. Katie se fait de nouvelles amies. Elle rit un peu plus, elle s'ouvre. Même si au fond, cette peur silencieuse reste toujours dans un coin. Mais quand son 16e anniversaire approche, tout recommence. L'angoisse revient, plus forte encore. Katie dort mal et se réveille parfois en pleine nuit, sans savoir pourquoi. Elle ne dit rien de précis, juste qu'elle sent que quelque chose approche. Sa mère, elle, ne veut pas y croire. Elle pense que Katie est simplement sensible, qu'elle a une imagination un peu trop débordante, qu'à force de nourrir cette idée, elle a fini par s'en convaincre. Elle ne se doutait pas à ce moment-là que sa fille avait raison depuis le début. En mai 87, Katie Hobbs vient tout juste avoir 16 ans. Et contre toute attente, le jour de son anniversaire se passe bien. Katie se lève souriante et semble détendue, presque légère. Toute la journée, elle rayonne d'une énergie inhabituelle, comme si un poids venait enfin de se lever de ses épaules. Le soir venu, elle souffle ses bougies entourée de ses proches. Elle rit, plaisante, remercie tout le monde d'être là et parle d'avenir, dit qu'elle veut devenir cosmétologue. Elle commence même à faire des projets pour l'année suivante, parle de ses études, de ses envies, de ses copines. C'est comme si elle réalisait enfin que la malédiction qu'elle portait depuis tant d'années n'est finalement pas réelle. Pour sa mère, c'est un immense soulagement. Pendant des années, elle a vécu avec cette angoisse sourde, cette peur irrationnelle que sa fille se soit enfermée dans une sorte de destin tragique. Et avec ça, le sentiment d'impuissance, ne pas pouvoir la rassurer, ni la protéger de ses propres pensées. Mais ce soir-là, elle se dit que tout est derrière elle, que c'était peut-être vraiment juste une lubie d'enfant, une peur mal gérée, et que maintenant, c'est enfin terminé. Pendant un temps, tout semble redevenir normal, et la vie reprend son cours. Katie sort plus souvent, entre les cours, les soirées d'été dans leur quartier tranquille de Las Vegas, les virées à la supérette du coin. Elle donne l'impression de commencer enfin à vivre. Sa mère la trouve plus apaisée, plus présente. Elle se dit que sa fille est enfin sortie de cette spirale infernale. Mais ce calme ne dure pas. À l'approche du mois de juillet, Katie recommence à se replier sur elle-même. Elle dort mal, refait des insomnies. Elle reste réveillée tard le soir, souvent debout à sa fenêtre, le regard perdu dans le vide. Elle ne parle pas de ce qui ne va pas, mais Viviane sent bien que quelque chose cloche. Dans son journal intime, Katie recommence à écrire des choses inquiétantes. Elle parle d'un sentiment de menace, d'un danger qui approche. Un passage en particulier glace le sang. Je crois que je suis en danger, mais je ne sais pas pourquoi. Viviane ne lira ces mots que plus tard. Sur le moment,
Elle ne se doute de rien. Elle voit bien que sa fille est tendue, fatiguée, mais elle se dit que c'est peut-être juste la pression de l'école ou un chagrin d'adolescente. Rien d'alarmant. Et puis, arrive la nuit du 23 juillet 87. Il fait lourd à Las Vegas. La chaleur ne retombe pas, même après le coucher du soleil. Ce soir-là, Katie est à la maison avec sa mère. Elle passe une soirée tranquille, à regarder la télévision dans le salon. Tout semble normal. Puis vers 23h, Katie se lève et dit à sa mère qu'elle va aller à la supérette du coin. Ce n'est pas loin, à environ 1 kilomètre à pied. Elle a l'habitude d'y aller seule. Elle explique qu'elle a envie d'acheter un livre. Il est tard, certes, mais la supérette est juste à côté, dans un quartier sûr qu'elle connaît par cœur. Sa mère lui propose de l'accompagner, mais Katie refuse. Elle lui répond que ce n'est pas la peine, que ce sera rapide. Et juste avant de franchir la porte, elle se tourne une dernière fois vers sa mère, tend la joue, et lui demande un bisou. Viviane s'exécute en souriant, et n'y voit rien d'étrange. Mais ce geste, dans les jours qui suivront, va la hanter, parce que ce sera la dernière fois qu'elle verra sa fille vivante. Katie sort seule, à pied, dans la chaleur de la nuit. Elle ne prend ni sac à main, ni papier. Juste un peu d'argent. Elle marche jusqu'à la supérette du quartier et parcourt les rayons, choisit un livre, passe en caisse. L'heure exacte figure sur le reçu. 23h17. Puis elle quitte le magasin, le livre à la main, et elle reprend la route de chez elle. Mais Katie ne rentre jamais. Le lendemain matin, Viviane se lève, puis va voir sa fille. Elle frappe doucement à la porte de sa chambre. Pas de réponse. Elle entre. Le lit est intact. Aucun signe de Katie, ni du livre qu'elle était sortie acheter. Au début, Viviane pense qu'elle a peut-être dormi chez une amie. Elle essaye de se rassurer. Mais à midi, l'inquiétude devient panique. Ce n'est pas le genre de Katie de disparaître sans prévenir. Ma fille est disparue. Elle appelle la police. Les agents se déplacent rapidement. Mais la disparition d'une adolescente ne déclenche pas tout de suite une alerte prioritaire. Il arrive souvent que des jeunes fument ou dorment ailleurs. Pourtant, Viviane insiste. Elle sent que quelque chose ne va pas. Katie ne serait jamais partie sans la prévenir. Les premières recherches s'organisent alors, autour du trajet entre la maison et la supérette. Un trajet d'à peine 1,6 km. Mais il n'y a presque rien à exploiter. Personne n'a entendu de cris. Aucun signalement suspect dans le quartier. Pas d'indice, pas de témoin d'un éventuel enlèvement. La seule certitude, c'est qu'elle est bien allée à la supérette et qu'elle a été vue pour la dernière fois en train de marcher, seule, entre le magasin et sa maison, une distance de quelques centaines de mètres, dans un quartier sûr qu'elle connaissait par cœur. C'est alors que Viviane se souvient d'un détail glaçant. Cette nuit-là, elle s'était réveillée en sursaut vers 3h du matin, avec la gorge serrée, submergée par une angoisse qu'elle n'a pas su expliquer. Comme si, au fond d'elle, elle avait su que quelque chose était en train de se produire. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Le 24 juillet au matin, la disparition de Katie devient officielle. La police commence à interroger les voisins, les commerçants du coin, les amis, les proches. Mais très vite, une chose inquiète les enquêteurs. Rien ne semble indiquer que Katie soit partie volontairement. Elle n'a laissé aucune lettre, et toutes ses affaires sont encore là. Son sac est posé près de son lit, intact. Il y a le livre, celui qu'elle tenait à la main en quittant la supérette. Il n'est nulle part, pas dans sa chambre, pas dans la rue, pas autour du magasin. Le reçu de caisse confirme bien son passage à 23h17, et une cliente dit l'avoir vu quelques minutes plus tard, en train de marcher seule sur le trottoir, le livre serré contre elle. Mais après ça, plus rien. Katie s'est littéralement volatilisée. Pendant plusieurs jours, la famille Hobbs vit un cauchemar. Viviane ne dort plus, elle tourne en rond, inlassablement. Du salon à la chambre de Katie, de la chambre à la rue. Elle refait le trajet encore et encore, dans l'espoir de trouver quelque chose qui aurait échappé à la police. Les enquêteurs élargissent les recherches, mais aucune piste ne ressort. Pas de bruit suspect, pas de voiture étrange repérée aux abords du quartier ce soir-là. Viviane s'accroche à ce qu'elle peut, à l'idée que Katie a peut-être eu une crise de panique, qu'elle a fugué pour échapper à quelque chose, qu'elle est en vie, quelque part, et qu'elle finira par revenir. Mais au fond, elle sent que quelque chose de grave s'est passé, quelque chose d'irréversible. Les jours passent, l'enquête piétine, les journaux locaux publient des appels à témoins, des photos de Katie. Son visage s'affiche partout, dans les vitrines, à l'arrière des bus, sur les poteaux téléphoniques, mais personne n'a rien vu. Le quartier est calme, résidentiel, sans activité la nuit. Il faudra attendre 9 jours. Le 1er août 87, un géologue amateur, passionné de cristaux, explore une zone désertique près du lac Mine, à 1 heure de route de Las Vegas. Un coin reculé, difficile d'accès, où seuls les passionnés s'aventurent. Il scrute le sol, se penche sur les roches, déplace quelques pierres, et soudain, une odeur âcre lui monte à la gorge. Une odeur fétide. Il avance encore, contourne une élévation rocheuse, et il s'arrête net. Là, à une dizaine de mètres du chemin de terre, derrière un amas de pierres, il découvre un corps, en décomposition avancée, méconnaissable. Mais manifestement, c'est celui d'une jeune fille. Il appelle immédiatement les secours. La police arrive et boucle la zone. L'adolescente est pieds nus, ses vêtements en lambeaux, de grosses pierres près du corps, sont éclaboussées de sang séché. Le sol est sec, mais dans la poussière, les techniciens relèvent des empreintes de pneus. Un véhicule s'était arrêté là, avait fait demi-tour, puis était reparti. Aucun doute possible.
Quelqu'un l'a jetée là. La victime n'a aucun papier sur elle. Mais les vêtements, la corpulence, la coupe de cheveux, tout correspond à la description de la jeune fille disparue depuis 9 jours, Katie Hobbs. Les enquêteurs appellent Viviane. Et elle confirme ce qu'elle redoutait depuis le début. C'est bien sa fille. L'autopsie ne révèle ni blessure par balle, ni coup de couteau. Mais Katie présente plusieurs ecchymoses à la tête et à la nuque, ainsi que des signes évidents d'asphyxie. Les enquêteurs déterminent que sa tête a été violemment heurtée contre les rochers à proximité. Le sang retrouvé dessus correspond au sien. Elle a également subi une agression sexuelle avant d'être étranglée, probablement à main nue. À partir de là, l'enquête bascule. Ce n'est plus une disparition, c'est un meurtre. Un crime brutal, choquant, dans un quartier sans histoire. Katie ne fréquentait aucun milieu à risque. Elle n'avait pas de petite amie connue, pas de problème à l'école, rien qui ne laisse imaginer qu'elle puisse devenir une cible. Et pourtant, en l'espace de quelques heures, elle a été abordée, enlevée, tuée, puis jetée dans un désert à des dizaines de kilomètres de chez elle. Et cette phrase qu'elle répétait depuis l'enfance, « Je ne vivrai pas au-delà de mes 16 ans », prend une dimension encore plus glaçante. Viviane, elle, est anéantie. Pas seulement par la douleur, mais aussi par la culpabilité. Elle repense à toutes les fois où Katie lui avait dit qu'elle allait mourir. À toutes ces phrases qu'elle avait rangées dans un coin de sa tête, comme si ce n'était que des peurs d'enfant, des angoisses passagères. Quelques jours après les funérailles, en rangeant la chambre de sa fille, elle tombe sur une boîte qu'elle n'avait jamais remarquée, cachée sous le lit. La boîte où Katie avait rangé ses lettres d'adieu, écrites des années auparavant, pour elle, pour sa famille. Et dans ces lettres, il n'y a ni colère ni peur, juste une forme de résignation, comme si elle avait accepté depuis longtemps ce que tout le monde autour d'elle refusait de voir. Les semaines qui suivent sont floues. La police poursuit les investigations, mais sans témoins, sans indices, sans mobile, l'enquête s'enlise. Plusieurs pistes sont envisagées. Une agression sexuelle qui aurait mal tourné, un tueur inconnu qui l'aurait enlevé par opportunité. Mais aucune hypothèse ne tient. Et très vite, l'affaire glisse vers la case des dossiers non résolus. Pour la famille, c'est une double peine. Perdre Katie est une chose, mais vivre sans réponse, c'est un autre type de torture. Pourtant, un événement étrange va brièvement rallumer l'espoir. 3 mois après la découverte du corps, la police reçoit un appel anonyme. Un homme affirme avoir assisté à l'enlèvement. Il donne des détails troublants. Les vêtements que portait Katie, l'heure, la rue. Il donne même un prénom, Robbie, et une plaque d'immatriculation. Mais quand les enquêteurs vérifient, cette plaque n'existe pas. Et quand ils tentent de rappeler le numéro utilisé pour passer l'appel, ils tombent sur une ligne déjà désactivée. Impossible de le retracer. L'homme n'a jamais pu être identifié. Personne ne sait s'il disait la vérité, ni ce qu'il a réellement vu cette nuit-là. Le mystère reste entier. Qui a tué Katie Hobbs? Pourquoi? Et comment expliquer cette prémonition étrange qu'elle semblait avoir de son propre destin? Pendant plusieurs mois, le nom de Katie Hobbs continue de revenir dans les journaux locaux de Las Vegas. Sa photo reste accrochée au mur du commissariat. Mais malgré les efforts, malgré les appels à témoins, l'enquête reste au point mort. Il faudra attendre près d'1 an pour qu'un rebondissement relance l'affaire. En avril 88, un homme est arrêté à Beaumont, au Texas, après avoir tué un policier pendant une tentative d'arrestation. Cet homme s'appelle Michael Lee Lockhart. Il a 28 ans. Et très vite, la police comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple fugitif, mais d'un tueur en série, déjà recherché dans plusieurs États. Grâce à ses empreintes, la police le relie à plusieurs meurtres brutaux de jeunes femmes, toutes tuées dans des circonstances violentes. Certaines ont été agressées sexuellement, d'autres mutilées après leur mort. Lockhart se déplaçait sans arrêt. Il utilisait de fausses identités, volait des voitures, changeait d'état dès qu'il commettait un crime. En retraçant ses trajets, un détail interpelle les enquêteurs. En juillet 87, au moment précis où Katie a disparu à Las Vegas, Lockhart était dans la région. Et surtout, il conduisait une Toyota Celica bleue. Ce détail réveille la mémoire des enquêteurs. Car sur les vêtements de Katie, les experts avaient relevé la présence de fibres synthétiques bleu clair, qu'ils n'avaient pas pu identifier à l'époque. Mais ces fibres correspondent parfaitement au type de moquette utilisé dans cette voiture. D'autres éléments viennent s'ajouter. Une vague ressemblance avec un portrait robot établi au tout début de l'enquête. Une silhouette masculine aperçue près de la supérette ce soir-là. Et puis surtout, le profil même de Lockhart. Un homme violent, dangereux, dont le passage coïncidait souvent avec la disparition de jeunes filles. Les enquêteurs de Las Vegas envoient une équipe pour l'interroger. Lockhart est déjà en détention, en attente de son procès pour plusieurs meurtres. Lorsqu'on lui parle de Katie Hobbs, il ne nie pas avoir été à Las Vegas à cette période. Pire, il laisse entendre qu'il pourrait être lié à d'autres affaires non résolues dans la région. Mais à aucun moment il ne prononce le nom de Katie. Et sans aveu explicite, sans témoin, sans preuve matérielle suffisante, impossible d'aller plus loin. Il ne sera jamais formellement inculpé dans cette affaire. Mais ailleurs, la justice avance. D'autres États sont en train de le juger pour des meurtres confirmés. Lockhart est reconnu coupable de 3 homicides et est condamné à mort. Il est exécuté en décembre 97, sans jamais avoir reconnu le moindre lien avec la mort de Katie Hobbs.
Cette affaire ne connaîtra donc jamais de véritable dénouement. Malgré les éléments accablants, Lockhart restera à jamais un suspect, pas un coupable avéré, et aucune autre piste n'a émergé depuis. L'affaire est donc considérée comme close, même si elle ne l'est pas officiellement. Pourtant, elle continue à marquer les esprits. Non seulement à cause de sa violence, mais aussi à cause de cette coïncidence glaçante, les prémonitions de Cathy. Depuis l'âge de 8 ans, elle répétait qu'elle ne vivrait pas au-delà de ses 16 ans. Et, tragiquement, elle est morte moins de 3 mois après les avoir fêtées. Comme si, d'une manière qu'on ne saura jamais expliquer, elle avait réellement prédit sa propre fin. Et voilà comment se referme l'affaire Katie Hobbs. Une affaire qui laisse encore des questions sans réponse, malgré un suspect principal et plusieurs pistes. Mais la plus grosse zone d'ombre, c'est indéniablement l'étrange prémonition de Katie, que personne n'a prise au sérieux. Simple coïncidence? Prophétie? On ne le saura sans doute jamais, mais dans son cas, elle s'est révélée tragiquement juste. Si cette histoire vous a plu, pensez à vous abonner, parce que d'autres histoires tout aussi fascinantes arrivent. Et vous verrez que parfois, la réalité dépasse vraiment la fiction.